Le bilan humain de la Première Guerre mondiale est lourd. Les victimes sont essentiellement les militaires. On compte près de 10 millions de tués. La guerre vient de faucher une grande partie de la jeunesse européenne. À ces 10 millions de victimes, il faut y ajouter les mutilés ainsi que les veuves et les orphelins. Les dégâts matériels sont très importants dans les zones de front. De nombreuses villes et villages ont été détruits et restent donc à reconstruire. Les zones de combat offrent un paysage lunaire, résultat de 4 années de guerre terrible. Les États européens qui ont dû financer la guerre se retrouvent considérablement endettés. L'Europe de l'après-guerre n'est pas celle de 1914. Les traités de paix ont redessiné ses frontières. Les changements ont lieu en Europe centrale et orientale. Outre la disparition de l'Empire ottoman, 3 empires disparaissent en Europe. L'Empire russe, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire d'Allemagne. La Russie est obligée de céder des territoires à l'ouest, donnant naissance à la Finlande, à l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. L'Empire d'Autriche disparaît, cédant la place à plusieurs États. Le sort de l'Allemagne est réglé par le traité de Versailles en juin 1919. Les 4 grands vainqueurs de la guerre, les États-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, se réunissent sans inviter l'Allemagne. L'Allemagne, qui n'est plus un empire mais une république, la République de Weimar, doit accepter les clauses du traité de Versailles, des clauses qui sont très dures. L'Allemagne est reconnue responsable de la guerre et des dommages occasionnés. Elle doit verser à la France de très lourdes sommes d'argent. À ces clauses financières s'ajoutent des clauses territoriales. L'Allemagne se retrouve amputée d'une partie de son territoire. Pour permettre à la Pologne d'avoir un accès sur la mer Baltique, la Prusse orientale est séparée du reste de l'Allemagne. À l'ouest, la Rhénanie est démilitarisée. L'Allemagne ne peut avoir aucune troupe et aucune fortification dans cette zone. L'armée est réduite à 100 000 hommes et ne peut posséder ni tanks ni avions, 2 armes qui avaient permis le retour à la guerre de mouvement. Ce traité très dur est perçu par des Allemands comme un diktat, c'est-à-dire une paix imposée. Pour éviter un nouveau conflit, les Alliés créent la Société des Nations, la SDN. Cette organisation internationale, dont le siège est à Genève, en Suisse, a pour objectif de maintenir la paix et la sécurité. Mais des tensions apparaissent très vite. Les populations germanophones des Sudètes acceptent mal leur intégration à la Tchécoslovaquie, l'Allemagne en 2 parties n'est pas sans poser des problèmes, et l'Italie n'est pas satisfaite des décisions. Pour les Italiens, la victoire est mutilée car ils se voient refuser certains territoires dans le nord-est. La SDN se révèle très vite inefficace. L'organisation internationale ne dispose d'aucune force armée pour faire respecter ses décisions et le Congrès américain refuse de voter l'adhésion des États-Unis. L'Empire russe, engagé aux côtés de la France et du Royaume-Uni dans la guerre contre les empires centraux, peine cependant à asseoir sa puissance et multiplie dès 1914 les défaites militaires. Si on frôle, les conditions de vie sont difficiles, elles ne sont pas vraiment meilleures à l'arrière. La population peine à se nourrir, on manque de tout. Le mécontentement grandit alors dans la foule et les tensions politiques qui traversent le pays depuis le début du siècle s'amplifient. Dans la capitale, Pétrograd, actuelle Saint-Pétersbourg, la population se soulève et contraint le tsar Nicolas II à abdiquer. Nous sommes en février 1917. Il en est fini du système impérial. La révolution russe est en marche. 1917, février dans le calendrier russe. Les rues de Pétrograd sont noires de protestataires. Les ouvriers des usines de munitions sont en guerre. La foule pille les boulangeries, incendie les postes de police. Les soldats de la garnison de Pétrograd, qui ont d'abord tiré sur le peuple, lèvent la crosse en l'air et exigent l'abdication du tsar et de son épouse, l'Allemande. C'est la révolution. Une révolution spontanée.
révolution. Les idéalistes, les démocrates, les socialistes, les anarchistes russes en ont rêvé pendant plusieurs décades. C'est la révolution, et elle n'a pas de chef. Les soldats montent la garde dans les couloirs de la Douma. Les députés à la hâte désignent les membres d'un gouvernement provisoire. Toutefois, le gouvernement provisoire de la nouvelle République de Russie ne parvient pas à améliorer la situation. L'engagement des Russes dans la guerre se poursuit dans un conflit qui s'enlise, et la population peine encore à vivre convenablement. L'autorité de ce gouvernement peine à s'affirmer et il est très rapidement contesté. Aussi, un homme, Lénine, chef du parti bolchevique, communiste, pense que le moment est venu de s'emparer du pouvoir. Il organise alors un coup d'État qui fonde la Révolution d'octobre de 1917 et il instaure un nouveau gouvernement, évidemment bolchevique, dont il devient le chef. Ce renversement de situation au sein d'une des plus grandes puissances européennes inspire les populations dans d'autres régions du monde. Motivés par cette par la pénurie et la hausse des prix, une vague révolutionnaire s'étend sur le continent. L'Allemagne et la Hongrie connaissent d'importantes insurrections communistes. La jeune République doit faire face à un mouvement révolutionnaire marxiste. Les spartakistes qui tentent de s'emparer du pouvoir, comme les bolcheviks l'ont fait en Russie 2 ans plus tôt. L'armée les écrase, aidée par des volontaires nationalistes, les corps francs, vivier du futur parti nazi. D'autres pays tels que la France, le Royaume-Uni ou l'Italie sont agités par des mouvements de grève. Une effervescence qui est rapidement mise à mal par les gouvernements européens qui écrasent parfois brutalement.